Avez-vous déjà vu Poutou, 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 poutou. un nouveau venu au pays des tout-poutous? Poutou, poutou, poutou. Piti. Poutou, piti. Poutou. Piti. Poutou. Poutou, piti. Tout poutou, tout poutou, tout poutou, 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 tout poutou, tout poutou, tout poutou, poutou, poutou. Maintenant, oui. Bonjour à tous, donc c'était mon introduction. Cette vidéo, en fait, quand je la vois, je me dis qu'effectivement, moi aussi, dans la vie, il y a des situations où j'ai voulu rentrer en communication avec des gens, pleine de volonté. Et puis, en fait, ce que je voulais faire passer comme message, je n'ai pas reçu comme je l'attendais. Donc, on arrive dans des situations de mécommunication, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et j'ai tendance aussi à me dire dans ces cas-là, mais j'ai l'impression que les gens en face de moi, ils ne sont pas câblés comme moi, puisqu'ils ne réagissent pas comme moi je l'attendais. Et du coup, face à ce constat, j'ai découvert un jour la process communication, qui m'a apporté des réponses à mes problèmes de communication. Donc la process communication, c'est un modèle de communication inventé par un Américain dont je ne sais prononcer le nom, donc je vous le donnerai peut-être tout à l'heure après, qui a créé et utilisé ce modèle notamment à la NASA. Donc ce modèle de communication est utilisé pour profiler les employés et notamment pour essayer de créer des équipes qui, une fois dans l'espace, évitent de faire exploser une fusée à cause de problèmes de communication. Et du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, si ça marche à la NASA, ça devrait fonctionner avec moi, normalement. Donc j'ai creusé un peu plus le sujet. Je ne vais pas vous remettre les tout-poutous. Et j'ai découvert de base que la process communication décrit 6 types de personnalités que je vais vous décrire aujourd'hui. Mais avant, je me présente. Donc moi, c'est Fanny Demey. Je ne suis pas du tout psychologue ou c'est pas du tout mon domaine de compétence la communication. Je suis lead développeuse mobile. J'ai un grand amour pour Android. Et je travaille dans une start-up qui développe l'application Running Care. Donc s'il y a des runners dans la salle, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On propose des programmes d'auto-rééducation et de prévention pour éviter les blessures. Et donc, si je devais, moi, vous faire mon profil en process communication, ça serait celui-ci. Donc là, vous vous rassurez peut-être, puisque je vous ai dit qu'il y avait 6 profils. Et au démarrage, on peut se dire, 6 profils, c'est un peu réducteur, c'est pire que l'astrologie. En fait, là, on voit bien que chaque personne va avoir une combinaison plus ou moins forte des différents profils. En fait, ça fait une sorte de pyramide selon les similitudes qu'on a avec les différents profils. Les 2 notions importantes en process communication, ça va être la base. La base, c'est vraiment le profil avec lequel on a le plus de similitudes et c'est le profil avec lequel on s'est construit. Souvent, c'est avec ce profil aussi qu'on va réagir de manière spontanée. La phase, c'est un deuxième profil avec lequel vous avez plus de similitudes, mais il peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire, souvent, on voit que la phase des gens va évoluer dans un changement de poste, une nouvelle relation amoureuse, ou des nouveaux événements comme des décès ou la naissance d'un bébé. Les gens ont parfois tendance à changer un petit peu la personnalité. Je vous dirai ça dans 2 mois. Donc voilà mon profil et je vous propose tout de suite de vous expliquer chacun des profils et vous-même du coup essayer de vous identifier et identifier potentiellement vos proches, vos collègues. Mais plutôt de vous parler de moi ou d'utiliser des exemples de ma vie quotidienne et d'afficher toute ma famille, ils ne sont pas très d'accord, donc j'ai décidé plutôt de prendre des personnages de séries télé, notamment ces 3 sitcoms que vous connaissez certainement, qui sont les séries que je regarde en boucle et en boucle. Et on va commencer par l'empathique. Alors l'empathique, par excellence selon moi dans les séries télé, c'est Lily Aldrin dans How I Met. L'empathique, on le reconnaît puisque c'est une personne qui est chaleureuse, sensible et compatissante. En fait, au premier abord, l'empathique, c'est une personne au grand cœur.
Ses caractéristiques, donc c'est quelqu'un qui va donner beaucoup de sa personne, qui va être très attentif aux besoins des autres et doué pour créer l'harmonie. D'ailleurs, en parlant d'harmonie, moi ça me rappelle un peu dans How I Met, Lily Aldrin, à chaque fois que Ted a une nouvelle copine, elle essaye d'imaginer l'harmonie qu'il y aurait dans le groupe plus tard quand elle sera retraitée et qu'elle sera sur son petit cottage avec Marshall, essayer de voir si le groupe sera harmonieux quand ils seront tous retraités ensemble. Ça, c'est vraiment une vision d'empathique qui va chercher du coup à imaginer si les relations plus tard seront bonnes. L'expression des sentiments pour un empathique elle est très simple, très aisée. Il utilise beaucoup les émotions pour communiquer. Alors, chaque personnalité a une question existentielle. La question existentielle de l'empathique, c'est « suis-je aimable ?» Suis-je aimable, en fait, ça veut dire est-ce que les gens m'aiment? Mais est-ce que les gens m'aiment pour ce que je suis moi, dans mon entièreté? Il y a différents profils, vous verrez tout à l'heure, qui ont besoin d'être aimés pour leurs opinions, pour leur organisation, pour leur imagination. L'empathique, lui, veut être aimé pour tout ce qu'il est, lui. Le mode de perception de l'empathique, on le devine facilement, c'est à travers ses émotions. C'est d'ailleurs une personne qui n'arrive pas à dire non. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de cet épisode dans How I Met, je ne sais pas si vous voyez bien, où Marshall apprend à Lily à dire non. En fait, l'ex-petit copain de Lily, elle lui dit toujours je ne suis pas disponible pour l'instant parce qu'elle a peur de lui briser le cœur, etc. Elle a peur qu'il se sente mal. Ça, c'est une réaction d'empathique. Et du coup, Marshall lui apprend à dire non en s'entraînant sur un tout petit cochon super mignon. En équipe, l'empathique, c'est celui qui va chercher à encourager la relation et à favoriser les échanges. C'est pas d'ailleurs la personne qui va se mettre en avant, c'est plutôt la personne qui va s'assurer que chacun se retrouve dans son élément, que chacun a à boire, etc. C'est souvent la personne qui va venir faire le service, par exemple, et qui va venir discuter un peu avec tout le monde et s'assurer que tout le monde se sent bien. Les besoins psychologiques de l'empathique sont sensoriels. L'empathique est très sensible au son, à la musique, à l'ambiance, à des environnements chaleureux. Ensuite, oui, voilà, à tout ce qui est la météo, par exemple, chez l'empathique, ça joue beaucoup. Moi, j'ai tendance à être un peu plus déprimée l'hiver, surtout j'habite à Lille, donc il ne fait pas toujours très beau. Donc voilà pour les besoins psychologiques. Et il a surtout besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, lui, ou ce qu'elle est, elle. Sous stress, donc chaque profil va avoir un comportement sous stress. Quand ses besoins psychologiques en fait ne seront pas satisfaits, il va inconsciemment enclencher des mécanismes pour satisfaire ses besoins psychologiques, mais en fait les mécanismes vont avoir des impacts négatifs. L'empathique, sous stress, va avoir tendance à en faire trop et va avoir un comportement boulimique. Qui se reconnaît dans le profil empathique dans la salle? Ok. Je vous ai mis à chaque fois des petites statistiques. Parmi les empathiques, tout en haut à droite, vous voyez, il y a 75% des empathiques qui sont des femmes. Deuxième profil, le travailloman. Le travailloman, par excellence, selon moi, dans les séries télé, c'est Monica Geller. Alors, j'ai failli mettre Sheldon Cooper, mais j'avais peur que vous ayez du mal à assumer d'être comparable à Sheldon Cooper, qui est vraiment une grosse caricature du travailloman. Alors, les points forts du travailloman, c'est 3 piliers, ça va être la logique, la responsabilité et l'organisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs dans Friends, c'est Monica qui est chargée d'organiser le mariage de Phoebe. Et donc elle se retrouve avec le micro-casque, etc., le talkie-walkie, et le discours de Phoebe est time-boxé à la minute près. Et en fait, on va se rendre compte que du coup, Phoebe, elle n'est pas du tout travaillomane et ça ne lui va pas du tout. Et elles vont toutes les deux avoir un problème de communication. Donc ces caractéristiques, le travaillomane, c'est quelqu'un qui est un conditionnel de la pensée logique qui est très cartésien.
Et l'expression de ces sentiments chez le travaillomane est plutôt rare et d'ailleurs considérée comme inappropriée au travail. La question existentielle du travaillomane, c'est suis-je compétent? Rappelez-vous, dans Friends, Monica se retrouve dans une position de chef dans un nouveau restaurant et elle a du mal à se faire accepter par ses collègues. Elle se fait d'ailleurs bisuter et on se rend compte du coup dans l'épisode que pour elle, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Le mode de perception du travaillomane, c'est de catégoriser les choses et de catégoriser les gens. Monica, elle met des étiquettes sur les gens, elle met des étiquettes sur les objets. Sheldon Cooper aussi, il a sa label maker. C'est un peu le cliché dans les séries télé. Le comportement en équipe du travaillomane, ça va être surtout de rechercher les informations et il va préférer plutôt les relations à deux qui seront beaucoup plus efficaces. Ses besoins psychologiques, du coup, pour lui, ça va être d'être reconnu pour son travail et sa compétence, et d'avoir une bonne structuration du temps. Si ces besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, je vous disais tout à l'heure, le travaillomane, du coup, va rentrer sous stress, peut-être pas encore, notamment les travaillomanes qui sont travaillomanes dans la vie perso et pro. S'ils ne sont pas satisfaits au travail, souvent on va reconnaître un travaillomane puisqu'il va aussi satisfaire ses besoins de travaillomane à l'extérieur. Donc le cliché un peu pour ce type de profil, c'est souvent des gens qui vont passer du temps à la maison à faire beaucoup de travaux, à faire beaucoup de jardinage, etc. En fait, c'est des gens qui ne savent pas s'arrêter, qui ne savent pas prendre de vacances, etc. Donc un travaillomane, s'il est stressé au boulot, ne va pas forcément rentrer sous stress tout de suite s'il est satisfait dans son environnement personnel. Et quand il va rentrer vraiment sous stress, il va tenter d'être parfait et il va se surcharger. Le travaillomane, quand il rentre sous stress, les premiers signes, c'est d'ouvrir des parenthèses dans des parenthèses, de donner trop d'informations, et à force de donner trop d'informations, en fait, les gens sont complètement perdus et il obtient l'effet inverse de ce qu'il voulait au départ. Qui se reconnaît dans le travaillomane? Je ne me moque pas de vous, c'est juste que je reconnais une personne là-bas qui est travaillomane. Troisième personnalité, le rebelle. Et le rebelle que j'ai identifié dans mes sitcoms préférés, c'est Phoebe. Le rebelle, ses points forts, c'est la spontanéité, la créativité et le côté ludique. Une réunion avec une personne rebelle, elle sera ponctuée de blagues toutes les 10 minutes. Un rebelle, il faut que ça s'amuse, il faut que ça soit créatif, etc. Ses caractéristiques, justement, c'est sa capacité à jouer et à profiter de l'instant présent. L'expression de ses sentiments est plutôt aisée et va être très spontanée, va sortir sous forme de waouh, génial. Et limite, parfois, on va se dire tiens, c'est un peu trop là, pourquoi il a sauté de joie comme ça? La question existentielle, c'est suis-je acceptable? C'est surtout aussi jusqu'où sont mes limites. Justement, là, dans Friends, Phoebe va jouer sa musique qui est assez populaire, on va dire, devant le resto super chic de Monica. Et là, du coup, elle va se rendre compte en fait, qu'elle n'est pas acceptable dans cette situation-là parce qu'elle a dépassé les limites. Le mode de perception du rebelle, c'est de réagir aux personnes et aux choses en aimant ou en détestant. Contrairement à l'empathique, en fait, le rebelle, quand il aime ou qu'il n'aime pas quelqu'un, ou que ça se passe mal avec quelqu'un, en fait, il s'en fout, après, il trace sa route, et puis voilà, ça ne l'empêche pas de vivre. L'empathique, ça va lui faire beaucoup réfléchir sur lui-même. Tiens, pourquoi il n'a pas aimé ce que j'ai dit? Pourquoi il a réagi comme ça? Lui, le rebelle, il passe à autre chose, en fait. Il ne va pas forcément être fâché, il va juste aimer ou ne pas aimer. Comportement en équipe, c'est une personne qui va aimer l'ambiance de groupe. Ce n'est pas la personne qui va créer le contact, mais elle va saisir chaque occasion de s'amuser dans le groupe. Son besoin psychologique, du coup, c'est le côté ludique. Pareil, là dans Friends, Phoebe et Rachel vont faire un footing, mais selon Phoebe, faire un footing, c'est chiant. On tourne en rond, on revient au même point, alors que faire un footing et courir comme une déjantée, c'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus fun. Pareil, là on se rend compte aussi que Rachel, du coup, n'est pas du tout rebelle, et ça va créer un petit conflit entre elles deux.
Sous stress, le rebelle va commencer à se plaindre et blâmer. Il va provoquer, choquer, histoire d'obtenir la dose de contact et d'échange dont il a besoin. Qui se reconnaît dans le profil rebelle? Ok. Alors, 4e profil, le persévérant. Et le persévérant par excellence, c'est Marshall. Le persévérant, ses points forts, c'est un être engagé, observateur et consciencieux. Engagé, souvent on reconnaît un persévérant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs dans la vie, qui va essayer de mettre en avant dans sa vie perso et s'il peut aussi dans sa vie pro. Là, on le voit bien avec Marshall, il est passionné d'écologie et il va vouloir devenir du coup avocat dans le domaine de l'environnement pour pouvoir militer à une cause qui lui est importante. C'est quelqu'un du coup qui aime exprimer ses convictions, ses jugements, qui aime argumenter. Là encore, Marshall, qui souhaite devenir avocat, ce n'est pas anodin pour ce type de profil. L'expression des sentiments, c'est comme le travaillomane, réservé, inapproprié au travail. Mais pour autant, ça cache quand même une grande sensibilité chez les persévérants. Chez les persévérants aussi, il y a des petits critères comme ça que je trouve amusants et assez véridiques. C'est que c'est des personnes qui vont être très attachées à la tradition, à la famille, à la généalogie, à ce genre de choses, aux racines. Alors, une question existentielle, c'est suis-je digne de confiance? C'est surtout est-ce que je suis reconnue pour mes opinions? Est-ce que mes pairs me considèrent comme quelqu'un de confiance? Paradoxalement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va accorder facilement sa confiance. Son mode de perception, on le devine, en fait, c'est de filtrer, de juger et d'évaluer les gens en fonction de ses propres opinions. En groupe, c'est quelqu'un qui va aimer prendre les commandes. D'ailleurs, c'est le seul profil parmi les 6 profils qui va justement aimer un peu diriger la réunion et faire amener les choses. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'exprimer son opinion et de favoriser l'échange et pouvoir du coup exprimer ses opinions. On le voit aussi à Marshall qui aime beaucoup rentrer dans les débats et finir par montrer qu'il a raison dans chacun des débats. Les besoins psychologiques, agir selon ses convictions et être reconnu pour son travail et sa contribution. Il y a des similitudes entre le persévérant et le travaillomane. Le persévérant, ce qu'il va avoir en plus, c'est vraiment le côté reconnaissance pour les opinions, etc., le côté engagement. Et sous stress, le persévérant, il devient encore plus rigide sur ses principes et il est attentif aux erreurs d'autrui, il va pointer du doigt facilement les erreurs des autres. Qui se reconnaît dans le profil persévérant? Avant-dernier profil, le prometteur. Et là aussi, il y a un gros cliché dans les séries télé. Barney Stinson. Le promoteur, on le reconnaît puisque c'est une personne qui est adaptable, persuasive et charmeuse. Souvent, c'est des personnes qui vont être assez clean sur eux, assez sveltes, etc., bien dans leur peau, et puis qui vont apprécier aussi tout ce qui va être objet de luxe. Des hommes qui sont, ou des femmes d'ailleurs, qui sont promoteurs, vont souvent aimer une voiture en particulier et vont aimer parler de leur voiture, vont aimer faire des sorties avec leur voiture. C'est cliché, hein, mais c'est écrit. Ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité à être ferme et direct. Et l'expression des sentiments est considérée comme rare et même considérée comme un signe de faiblesse. Le promoteur, il est toujours fier de montrer qu'il s'est fait lui-même, en fait, qu'il est son propre chef. Une question existentielle du promoteur, c'est suis-je vivant? En fait, le promoteur va sans cesse essayer de se prouver qu'il est vivant par l'action ou en se lançant des défis. Là, Barney Stinson, on le voit clairement dans les différents épisodes, tous les challenges qui se lancent, et là, par exemple, avec The Naked Man, voilà, c'est juste pour se prouver qu'il est vivant. Donc, il est orienté vers l'action, hein, challenge accepted. Et en équipe, bizarrement, en fait, il va préférer agir seul. Et puis, il va plutôt être en équipe quand il y aura de l'action. Les grands débats, c'est plutôt pour le persévérant, c'est pas forcément pour lui. Ses besoins psychologiques, l'excitation, l'action, les défis, la nouveauté et le résultat rapide.
Pour motiver un promoteur, vous lui donnez un challenge, les moyens de réussir, et puis il est déjà parti au volant de sa voiture de course préférée pour essayer de relever le défi. Sous stress, un promoteur va semer le trouble, va manipuler en utilisant certainement les techniques de Marie tout à l'heure, et va faire des abus de vitesse, d'excitant, de jeu. Qui se reconnaît dans le profil promoteur? Il n'y a pas de Barney Stinson ici. Dernier profil, le profil du rêveur. Dans les séries télé, il n'est pas évident à identifier, parce que comme son nom l'indique, en fait, c'est une personne qui est un peu plus en retrait. Et le rêveur que moi j'ai identifié, c'est Stuart dans Big Bang Theory. C'est des clichés souvent, dans les séries, ils tirent un peu les différents traits de personnalité un peu à l'extrême. Mais quand on y réfléchit, les points forts de Stuart, c'est une personne qui réfléchit, imaginative et calme. C'est quelqu'un qui est doué pour l'introspection. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et qui va aimer plutôt les tâches concrètes. Pourquoi? Parce que pendant qu'il fait une tâche concrète, ça le laisse penser, réfléchir à d'autres choses. L'expression des sentiments, on le devine, est rare, voire inexistante. L'une des questions existentielles du rêveur, c'est suis-je voulu? Suis-je accepté? Le rêveur, si vous avez un ami qui est rêveur, ce n'est pas forcément lui qui va vous envoyer un message, qui va venir prendre de vos nouvelles. Par contre, quand vous allez faire le pas vers lui, il va se sentir très, très valorisé et très, très heureux en fait, de sentir que vous voulez vous êtes intéressé par sa personne. Dans Big Bang Theory, c'est assez flagrant aussi à quel point on ressent que Stuart a envie de faire partie du groupe, mais pour autant il ne s'impose pas, il saisit chacune des occasions qui est proposée par le groupe pour en faire partie. Et on se rend compte au fil des saisons qu'à force, en fait, il devient un personnage récurrent, mais très progressivement. Le mode de perception, il ne va pas forcément prendre les initiatives, par contre, il va bien réagir aux motivations extérieures. Vous demandez à un rêveur d'agir, il va le faire en fait. C'est juste qu'il ne va pas prendre l'initiative de lui-même. Et le comportement en équipe, on le devine, plutôt réservé. Ensuite, ce qui est important de savoir par contre pour le rêveur, c'est que paradoxalement, il va souvent essayer de jouer le rôle d'un autre profil pour être tranquille en fait. Un rêveur, on ne le reconnaît pas forcément. Parfois, il va jouer un peu le rôle de l'empathique, histoire de s'assurer sa tranquillité. Il s'est rendu compte finalement qu'en ayant un léger comportement empathique avec les gens, finalement, ça lui laissait tout le temps dont il avait besoin pour rêvasser, etc. Ses besoins psychologiques, c'est le temps et la solitude. La solitude, on a tous besoin de solitude, mais chaque profil n'a pas les mêmes besoins de solitude. La solitude n'est pas remplie des mêmes activités. Le rêveur, on l'imagine bien dans un musée, rêvasser devant un tableau. L'empathique, lui, sa solitude est remplie de pensées envers les autres. Le rebelle, sa solitude est, en fait, pour certains profils, pas vraiment de la solitude, c'est rempli de musique, etc. Le travailloman, par exemple, sa solitude est plutôt remplie de réflexion sur l'organisation de ses projets. Et sous stress, le rêveur va commencer à mener plusieurs travaux à la fois, sans les mener à terme. Et il va se mettre encore plus en retrait. Donc maintenant que je vous ai présenté les 6 profils, je vais vous présenter différents canaux de communication qui sont plus ou moins privilégiés, plus ou moins utilisés selon les profils. Donc le premier canal de communication qui est le canal interruptif. Le canal interruptif, il est plutôt utilisé dans les situations de panique et un peu moins en entreprise. Il est plutôt à base de « calme-toi, ça va aller, détends-toi ». C'est vraiment dans une situation de panique et il peut être utilisé par et pour tous les profils. Le canal directif, alors moi je l'appelle le canal « vos papiers d'identité s'il vous plaît ». Oui, parce que tous les policiers ont un accent du Sud. C'est un canal qui va être assez directif, qui est utilisé facilement par et pour le promoteur, puisqu'il va générer de l'action. Et je vous le disais, le rêveur va plutôt bien réagir à ce genre de sollicitation, puisqu'il est plutôt apte, plutôt souple à réagir aux impulsions extérieures. Par contre, le canal directif peut être très, très mal vécu par l'empathique, qui va trouver ça peut-être comme une agression
ou le rebelle qui va du coup être frustré de ne pas pouvoir exprimer sa créativité. Le canal réconforteur, on le devine, c'est le canal de l'empathique. Il est à base de ça me fait plaisir que tu sois là. C'est quelqu'un, par exemple, moi j'ai eu un collègue qui était très empathique, et quand je lui faisais des merge requests, il me validait ma merge request, et en plus il me disait « Fanny, c'est génial ce que tu as fait, franchement, ton code c'est super propre ». Et limite parfois je lui disais « mais t'en fais trop, quoi. J'ai juste fait un stream, j'ai pas fait grand chose ». Et voilà, il était très empathique et il me donnait beaucoup de compliments en fait à chaque fois à l'oral. Alors le canal interrogatif informatif, que moi j'appelle le canal OK Google. C'est tout simplement question-réponse. C'est le canal à privilégier en entreprise parce qu'il est dénué de toute émotion. Tout le monde est censé être capable de le recevoir. Il est particulièrement apprécié par le travailloman et le persévérant. Pour les autres profils, j'ai envie de dire, il faut peut-être au début essayer de s'adapter. Par exemple, vous voulez arriver sur le canal interrogatif, informatif avec un empathique. Avant, posez-lui des questions. Alors, ça a été ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? Et puis ensuite, vous arrivez sur ce canal pour pouvoir travailler correctement. Le canal émoteur, c'est celui du rebelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à base de waouh, c'est explosif, c'est plein d'émotions et d'élan. Donc là, on a vu les différents canaux. Selon à qui vous vous adressez, vous pouvez essayer de passer d'un canal à l'autre. Et puis là, je vais surtout vous montrer en fait comment parfois on peut passer de la communication à ce qui s'appelle la mécommunication. En fait, c'est quand on rentre dans un conflit. Et je vais d'ailleurs vous expliquer les premiers signes de la mécommunication qui s'appellent les drivers. Donc les premiers signes de la mécommunication, en fait, c'est des tout petits détails qu'on va pouvoir déceler dans les différents profils et qui vont nous permettre du coup, au démarrage d'un stress chez le profil, si vous arrivez à identifier ces petits détails, vous allez pouvoir peut-être désamorcer le conflit et finalement éviter une situation de mécommunication. Chez l'empathique, donc Lily Aldrin, j'aime beaucoup à chaque fois, en fait, dans la process communication, ils essayent d'expliquer dans l'enfance comment, en fait, à partir de l'enfance, on a pu créer ce type de profil, ce type de réaction. Et dans l'enfance, en fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, que s'il fait plaisir, maman ou papa change d'attitude vis-à-vis de moi. Par exemple, un comportement typique, c'est quand l'enfant mange, c'est une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, et puis l'enfant se rend compte que ça fait plaisir en fait à maman. Donc la croyance qui va naître derrière, c'est si je dis non, la personne avec qui j'interagis, elle va être frustrée. Et au contraire, en fait, si je dis oui, si je suis ce que la personne veut que je fasse, cette personne va être contente. Donc je vais essayer de satisfaire les besoins des autres pour que les autres soient heureux. Une situation de stress, du coup, en tant qu'adulte, c'est quand l'empathique va essayer de faire plaisir et va se rendre compte finalement qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il a apporté à l'autre. En tant que manager, on reconnaît les empathiques parce qu'ils vont chercher surtout le consensus, l'ambiance. Il va éviter au maximum le conflit dans l'équipe. Et pour reconnaître du coup le driver fait plaisir, on va se rendre compte chez ces gens-là que c'est des gens qui vont se suradapter et parfois se dénigrer de manière exhibitionniste, c'est-à-dire qu'ils vont en faire trop pour se dénigrer et en attendant de votre part que vous disiez « mais non, mais tu sais bien que c'est pas ta faute, tu sais bien que tu sais très bien faire ça », histoire de générer un petit peu du compliment et venir un peu le réconforter. Donc un autre driver, qui est le driver du rêveur, qui est le driver qui s'appelle le driver soit fort avec la position enfant. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, dans l'enfance, c'est un enfant, quand il pleure, il entend des phrases comme « quand on a un homme, on ne pleure pas » ou « ça fait pas mal ». Et du coup, ce qu'il commence à croire, c'est qu'en fait, il ne faut pas exprimer ses sentiments et ses besoins. Et du coup, pour reconnaître ce driver, souvent, on va reconnaître ça avec un ton de voix assez monocorde, des expressions plutôt froides et une attitude rigide.
chez le travailloman, le driver, c'est soit parfait avec une position de vie enfant. Encore une fois, c'est la théorie, je vous explique. C'est un enfant quand il est quand il est petit, forcément. Quand il a une bonne note, en fait, il va se rendre compte qu'il va avoir de l'attention de ses parents. Et puis, le papa, la maman va dire « je suis fier de toi, c'est bien ». Et là, du coup, il va se dire « il faut être parfait pour obtenir de l'attention des autres ». Donc, c'est des personnes qui vont, en tant qu'adultes, se dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et qui vont même parfois masquer leurs erreurs, histoire de montrer encore plus qu'ils sont parfaits. En tant que manager, c'est un manager qui a du mal à déléguer parce qu'il se dit bah, « moi, je vais faire mieux et plus vite que les autres ». Et on reconnaît du coup ce driver-là par des phrases qui vont devenir trop compliquées, des informations qui viennent en masse, trop d'informations, et des personnes qui ne vont plus déléguer. Je vous disais tout à l'heure, le bon exemple, c'est les personnes qui ouvrent des parenthèses dans des parenthèses et qui ont un flot de débit d'informations que vous n'arrivez pas à interrompre. Ça, c'est certainement un travailloman qui va rentrer sous stress. Le driver fait effort, ça c'est le driver du rebelle. Enfant, une situation typique, c'est pendant le repas, l'enfant va essayer de manger lui-même, il va montrer qu'il essaye de faire un effort, mais il va être un petit peu aussi artistique dans sa manière de manger, il va mélanger les carottes avec le dessert, va en mettre un peu partout, puis au bout d'un moment, en fait, ça va solliciter l'aide de ses parents qui vont lui dire « bon écoute, je prends la cuillère, vas-y, tu finis ton assiette » et puis le parent va être satisfait à la fin parce que ça sera terminé. Et du coup, la croyance qui naît, c'est il suffit d'essayer, mais surtout ne pas faire soi-même. Du coup, en tant qu'adulte, c'est des personnes qui vont inviter l'autre à agir et à faire des efforts. C'est des personnes à qui vous allez poser des questions ouvertes et ils vont répondre oui. Et vous allez devoir creuser pour essayer d'avoir de l'information. Et en fait, ils cherchent à vous faire dépenser de l'énergie à la place d'eux, parce qu'ils ont la sensation, du coup, vous vous occupez d'eux quand vous faites ça, que vous vous intéressez à eux. En tant que manager, c'est... Oh non, je retourne dans le mauvais sens. Donc, pour le reconnaître, le driver fait effort. C'est un ton de voix monocorde, quelqu'un qui ne termine pas vraiment ses phrases, qui ne répond pas forcément directement, je vous le disais, qui va vite se sentir dépassé, qui va souffler, qui va déléguer de manière inappropriée. Quelqu'un qui ne va pas terminer son travail. Le driver soit fort, mais avec la proposition parent, là c'est le driver du promoteur. Vous vous rappelez le promoteur, Barney Stinson, le mec qui est fier de dire qu'il s'est construit lui-même. Du coup, en tant qu'enfant, c'est un enfant à qui on a montré que dans la vie, il fallait savoir se débrouiller seul. Et que les gens, les gens bien, sont des gens qui sont forts. Et en tant qu'adulte, du coup, c'est des personnes qui vont exiger force et autonomie d'eux-mêmes, mais aussi des autres. Un manager, du coup, soit fort, il va plutôt manager son équipe en mode chacun pour soi. Et puis, va plutôt dire aux gens, avoir une façon d'être qui sera comptez pas sur moi, je ne suis pas là pour jouer les nounous. Les signes d'un début de stress chez le promoteur, du coup, ça va être débrouillez-vous sans moi et read the fucking manual. Une attitude calme et en retrait et un certain agacement face à l'incapacité des gens. Dernier driver, le driver soit parfait, mais cette fois-ci avec une position parent. Enfant, souvent, on reconnaît ces personnalités-là par des enfants où on a l'impression qu'ils ont grandi trop vite, où ils ont déjà l'air d'être adultes. Souvent, ça va être, par exemple, une petite fille qui va s'occuper de sa sœur comme si elle était sa maman. Ou des enfants qui vont jouer avec une poupée et vous allez écouter leur discours qu'ils font à la poupée. Ça va être un discours moralisateur, très, très adulte. Et voilà, c'est des enfants qui vont, du coup, essayer d'imiter le modèle des parents. En tant qu'adultes, du coup, pour ce genre de personnalité, tout doit être impeccable. Et ils ont une autre opinion de leur métier. En tant que manager, du coup, va exiger la perfection des autres. Et va plutôt avoir tendance à pointer du doigt le 9 sur 10, plutôt que souligner les réussites. Moi, j'ai eu un coach, je suis volleyeuse, et j'ai eu un coach qui était un peu comme ça. Et par exemple, un jour, je marque un point, je fais une attaque, je marque un point, et au lieu de me féliciter, il vient me voir, il me dit « t'aurais pu le marquer autrement ». Moi, j'étais un peu déçue quand je me suis dit « mince, en plus, si j'avais fait autrement, il m'aurait dit de le marquer comme je venais de le marquer ». Donc, voilà. Reconnaître le driver soit parfait parent, du coup, c'est une personne qui va avoir une attitude raide, des mots compliqués et qui va être très critique.
Donc voilà, là je vous ai présenté les différentes personnalités. Je vous ai présenté les différents canaux de communication qui permettent d'essayer de s'adapter aux différents profils et puis essayer d'identifier le pourquoi déjà de ces profils à l'origine et les situations de stress qui peuvent en découler. Et souvent, en fait, quand j'explique ça à mes amis, à mes collègues, ils me disent « Mais alors, c'est quoi le meilleur profil? C'est une bonne situation, ça, empathique ?» Et moi, je leur réponds « Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » En réalité, en fait, je pense que tous les profils ont leurs points forts l'intérêt, en fait, de disposer d'un panel chacun de ces profils, c'est de pouvoir, du coup, jouer avec chacune des forces des différents profils. Alors forcément, en fonction de qui vous êtes, moi j'ai plus de facilité à utiliser mon profil travaillomane que rêveur. J'ai du mal à l'introspection, etc. C'est pas du tout dans mon profil. Mais par contre, quand je suis face à une personne travaillomane, je vais facilement réussir à m'adapter en tirant parti de cette partie de moi. Donc l'intérêt pour moi de la process communication, non seulement c'est de savoir se reconnaître soi, savoir jouer avec ses différentes forces pour s'adapter à l'autre. Et souvent on me demande aussi, mais du coup, c'est quoi la Dream Team, quoi? C'est quoi les profils qu'il faut avoir dans son équipe? La NASA, qui ils envoient dans l'espace, en fait, comme profil? Alors j'en sais rien pour la NASA. Mon premier avis sur la Dream Team, ça serait potentiellement du coup une équipe avec un panel de toutes ces personnalités, pour pouvoir tirer parti des forces de chacune de ces personnalités. Après, du coup, quand je me dis ça, je me dis, waouh, le manager, par contre, il a du boulot pour réussir à manager toutes ces personnalités-là différentes. Après, je me dis aussi que finalement, la Dream Team va aussi dépendre de vos projets et de ce que vous cherchez à faire de vos différents projets. Par exemple, si vous voulez un projet sur lequel la vente est super importante, il faut faire parler du produit, moi je mettrai des promoteurs parce qu'ils vont partir à l'action, ils vont faire parler de votre produit, etc. Vous êtes sur un projet où la sécurité est beaucoup plus importante, il faut être super minutieux, je recruterai peut-être un peu plus de travaillomane. C'est mon avis. Voilà, j'en ai fini concernant la process communication. Si vous voulez en savoir plus, j'ai appris tout ça en lisant le livre « Comment leur dire » de Gérard Collignon. Et j'espère du coup que ça vous aidera à résoudre vos conflits, que ce soit à la maison ou au boulot. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas tant mieux. Ah, il y en a une? Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait. En fait, il y a des événements qui vont arriver dans la vie qui vont forcer le changement. Par exemple, moi, il y a quelques mois, je me suis retrouvée licenciée économiquement. Et du coup, j'ai fait un mois de chômage. Et en fait, à cette période-là de ma vie, du coup, je suis devenue un peu plus rebelle. J'étais à fond dans la créativité. Je finissais pas vraiment ce que je commençais, les projets que je démarrais. Et puis là, en reprenant un nouveau boulot, je suis devenue beaucoup plus travaillomane comme je l'étais avant, beaucoup plus carrée. Alors, il me demande s'il y a des tests objectifs pour connaître la répartition. Donc dans la process communication, il y a un test qui est payant, il y a aussi des formations, etc. Moi, je ne l'ai pas suivi. Je trouve en fait ce qui est juste intéressant, c'est d'en lire un peu plus et essayer soi-même en fait de juger. Voilà. Après, pas forcément. Là, le sujet de ma course, c'était comment mettre les gens dans les cases. Je trouve justement qu'il ne faut pas mettre les gens dans les cases parce qu'on est capable de tirer profil chacun des différents types de personnalités et chacun doit s'adapter dans les deux sens à l'autre et accepter le mode de communication. Oui, une question. Quel serait le canal de communication pour des personnes empathiques quand on est travaillomane? Tu es travaillomane, tu veux parler à un empathique, c'est ça? C'est ça la situation. C'est un ami à moi. Justement, en fait, quand tu vas aller lui parler, tu sais que toi, travaillomane, tu vas plutôt vouloir l'aborder avec du question-réponse, et puis il faut que ça soit logique, il faut que ça soit organisé, il ne faut pas perdre de temps. Tu peux démarrer plutôt une conversation en disant alors, comment tu vas aujourd'hui, ça a été ton week-end, je sais pas moi, la famille, tout va bien, etc. C'est essayer de lui parler de quelque chose de personnel, puis ensuite, en fait, il va accepter de lui-même de revenir dans un échange qui te sera plus profitable à toi en tant que travaillomane.
Moi j'ai une question, pareil, bon, c'est pour un ami à moi, hein, c'est pas pour moi. Est-ce que si on se retrouve sur tous les profils, ça veut dire qu'on est complètement schizophrène ou Alors je suis pas psychologue, mais peut-être... non, justement, je trouve que tu as une grande force, c'est que tu es capable de t'adapter à beaucoup de personnes et tirer profit des forces de chacun des profils. Ouais, bah, ça inclut aussi tous les points faibles du coup, mais... Je voulais pas te le dire, mais... Ici. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas trop de capacité à cerner les gens et du coup à savoir dans quelle case ils peuvent être? Parce que ça arrive à certaines personnes qui sont difficiles à... soit à cerner, soit on n'a pas la capacité de cerner les gens aussi facilement, quoi. En même temps, si t'es pas psychologue... En fait. Parfois c'est des tout petits détails. Moi, j'arrive pas à cerner les gens tout de suite. Mais ça m'est déjà arrivé sur vraiment des détails. Un jour, par exemple, mon chef a vraiment utilisé la phrase « bon, j'ouvre des parenthèses dans des parenthèses ». Et là, en fait, juste cette phrase-là m'a fait me rendre compte que jusque maintenant, il avait été très travaillomane, en fait. C'est vraiment des petits détails. À force, faut connaître un peu les déclencheurs. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Surtout sur des profils un peu schizophrènes, du coup, qui peuvent jouer un peu toutes les personnalités. Bah, merci tout le monde. Et si vous aimez les DevFest, n'hésitez pas à venir à Lille le 14 juin. Je vous promets qu'il fera beau. S'il pleut, je vous rembourse le billet.